Mesdames et messieurs, il y a un plaisir, toujours un plaisir partagé, il y a un plaisir pour nous avec vous sur le plateau ça, espace en deux doigts sur Téléguinée, pour nous capables de traiter quelques thématiques juridiques. Chaque sujet nous choisit de développer avec vous. C'est des sujets nous choisis parce que nous connaissons centre d'intérêt. Et qui ça vous voulez connaître, qui ça vous aimez entendre, qui ça vous aimez comprendre mieux que j'en comprenne déjà. Nous pensons que chaque fois, l'important, il faut que nous venions avec un sujet d'actualité. Un sujet qui est capable toujours en débat dans la société, toujours est-il que vous êtes capable de pas fin comprendre. Eh bien, nous-mêmes, rôle pas nous dans l'espace ça, c'est venir avec un sujet là, débattre avec vous et faut ouais toute en subtilité fine et pointue que la donne. C'est-à-dire, côté doyer dans le sujet, ou même ou pas cerner, eh bien, nous avons débattre avec vous pour capable comprendre et tout en ficelle question et tout ça qui dit et tout ça qui pas dit sous question. Eh bien, pour nous faire, nous pas capable et avancer pour compte nous. Nous choisissons toujours des invités qui sont capables de parler sous thématique yo même qui c'est des gens qui dans le système qui a pratiqué la profession d'avocat et qui gagne une lecture, une écriture dans le domaine ça. C'est-à-dire, ou même cap sur nous en tout, quelle que soit la discipline universitaire ou quel que soit le métier ou profession, eh bien, ça arrive que ou c'est un profane en droit, ou ça arrive que ou déjà fait droit déjà, mais il y a des choses que ou même ou pour qu'on maîtriser. Et ça arrive tout maîtriser très bien, mais nous voulons faire un débat avec vous pour capable aider à me comprendre mieux, moi tout pour m'aider à comprendre mieux. Chaque fois le ça arrive, nous fait appel avec un invité. Dans l'invité nous avons toute génération d'avocats. Nous avons une jeune génération d'avocats, nous avons l'autre qui peut avancer, nous avons une ancienne génération d'avocats. Je vous dis, c'est un plaisir pour nous recevoir un avocat Bao Port-au-Prince. C'est maître Josué Sigué. Lui-même qui pourra l'entretenir avec nous. Je vous dis, il y a une question qui a avec un ULCC, qui a avec la corruption et loi qui parlait de domaine saillot. Cher maître, c'est un plaisir pour nous recevoir dans le plateau ça pour la première fois. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous disons bienvenue dans l'émission et bonne participation. Merci, Maître Lemoine, pour l'invitation. Merci avec tout le staff technique là. Merci à PDG et Lucien Borges qui mettait un patrimoine national qui a impliqué dans la formation et information toute la société et tout le monde, soit qui est dans la diaspora ou bien qui vit à l'intérieur du pays. Donc c'est un plaisir pour moi de participer avec Maître Lemoine sur le plateau ça pour discuter de un thème et de une institution qui a un rôle fondamental pour nous faire avancer la démocratie en Haïti. Donc je pense que moi recevoir à cœur l'invitation et me profiter de tout l'espace là pour me saluer tous téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent l'émission Espace de droit qui passait sur chaîne télévision Guinée chaque jeudi. Eh bien, maître là, moi bien aimé l'introduction parce que vous savez tout le staff là. Eh bien, staff ça a besoin de connaître en pile détail sur thématique qu'on a développé à Takou. Moun qui à l'étranger, moun qui dans arrière coin géographique en pays, moun qui gagne tout intérêt dans le dossier ça et dans le sujet ça. Et nous connaissons très bien, nous ne pouvons pas faire personnalité, nous connaissons très bien, nous ne pouvons pas et vous et monter, n'a pas dit exactement qui ça est sujet. D'ailleurs, d'abord, est-ce que avant de parler de ULCC, est-ce que vous-même, maître Josué Sigué, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça vous comprendre de corruption, juridiquement parlant?
Bon, en tant que réflexe, nous, comme tout avocat, tout juriste, on dit globalement, réflexe pour avoir un concept de droit, c'est toujours qu'à voir qui gens législateur comprennent le concept là. Donc, on a parlé de corruption matin. Donc, je pense que l'important pour nous éclairer l'interne et téléspectateurs et mes espaces ça, mon cap suivre l'émission ça, sur qui ça nous entend par corruption et pour nous comprendre qui implication, qui mission fondamentale en institution tant que l'ULCC gagne dans la lutte contre la corruption en Haïti. Définition qui paraît plus probable et que nous considérons comme définition législative de concept là, nous joignons dans l'article 3 de la loi de 2014 sur la corruption, qui définit corruption comme étant tout abus ou bien toute utilisation à des fins privées de biens publics par un agent public, et bien ça est capable d'appartenir à l'État, il est capable d'appartenir à un organisme autonome, il est capable d'appartenir à une collectivité territoriale, comme ça tout capable d'appartenir à une fondation bénéficiant d'une subvention de l'État et également une entreprise là-dedans l'État l'actionnaire. Ça qu'on relève dans le langage technique des entreprises de sociétés d'économie mixte. Société là-dedans, l'État, c'est actionnaire ou bien il gagne action là-dedans. Donc, c'est sous définition ça qui est inspiré de plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention américaine contre la corruption, que définition législateur de 2014 d'apprend, qui institue et qui définit le concept de corruption en Haïti. Merci, Maître Sigué. Et moi, je pense que dans la définition, là, et dans l'introduction sujet, je vais demander pour nous garder ensemble tout instrument juridique international, ça y est, et des instruments juridiques internationaux, qui ça, eux-mêmes, ils comprennent de corruption. Et en dans une société, corruption qui est considérée comme une gangrène et qui lui-même a rongé la société, est-ce que lui, il considéré comme un fléau à combattre? Est-ce que toute une série de conventions, d'accords, de traités, ça nous les instruments juridiques internationaux, est-ce que vous unanimement reconnaître que la corruption, c'est une gangrène pour une société? Bon, c'est oui, réponse à la question, ça, oui, parce que l'on regarde dans le préambule instrument juridique, ça nous a évoqué là, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention américaine contre la corruption, li nécessairement motiver l'adoption d'instruments juridiques ça sur la base que corruption li représentait un frein à développement de tout un pays et en ce sens que de biens publics ou bien de l'argent qui était investi par exemple dans construire l'école nationale, construire par exemple route et construire l'hôpital, construire centre de santé ou bien un lycée, et que l'argent ça est détourné à des fins privées. Et maintenant, en conséquence, sauvegarder corruption dans toute motivation, instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, ils prennent comme un fléau, ils prennent comme un problème à éradiquer, ils prennent comme un véritable frein à développement de toute société. Et de surcroît, la corruption vient paraître comme étant on atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Donc il y a trois dimensions que nous devons voir dans la corruption. Nous prenons comme un fléau, comme une véritable gangrène que toute société est exposée. Et également, nous prenons comme un frein à développement, au sens que de fonds publics qui t'a investi dans des infrastructures telles que l'école, route, l'hôpital, centre de santé, et détourné vers de personnalités ou bien de personnes morales à des fins strictement privées. Et en ce sens, l'État, dans sa mission législative, intervient pour légiférer dans l'optique d'éradiquer ce problème de société qui risquait de remettre en question le développement global intégré de toute une société. Et Maître Sigué,
Le nous film prend aspect qui a à voir avec instruments juridiques internationaux, ça qu'on s'est évoqué. Et on dit dans le préambule là, ça dit, et qui concept est développé par rapport à la corruption. Qu'en est-il maintenant de arsenal juridique interne? Ça nous relève droit interne, législation haïtienne, comment lui-même les comprendre en corruption? Merci pour la question, Maître Lemoine. Je crois que pour nous référer à des théories de droit, avant que nous prenions dans le sens juridique propre, on regarde la théorie de la hiérarchie des normes. Donc, si nous avons un problème de droit posé, premier côté pour gagner comme réflexe, comme juriste, comme avocat, comme magistrat, c'est la Constitution. Qui sa Constitution dit sur ça? Qui ça des conventions internationales ratifiées par Haïti dit sur ça? Qui ça nous gagne comme loi sur ça et décret suivant l'ordonnancement juridique. Maintenant, Constitution lui-même, il y a des dispositions claires qui ont rapport aux droits humains, chapitre 1er, qui traite de corruption, et également des dispositions qui ont rapport à les finances publiques. Maintenant, deuxièmement, nous suivons, et c'est toujours dans la logique de hiérarchie des normes, nous avons regardé les conventions internationales. Nous sommes évoqués des instruments juridiques internationaux importants. Nous gagnons la Convention des Nations Unies contre la corruption et nous gagnons également la Convention américaine contre la corruption. Maintenant, quant à l'arsenal juridique interne, les lois votées par le Parlement, nous gagnons, et c'est dans l'aspect historique, nous gagnons le décret qui régit l'ULCC, donc c'est le décret du 8 septembre 2004. Nous gagnons également la loi de 2008 sur la déclaration de patrimoine. Et nous gagnons également la loi de 2014 sur la corruption et différents arrêtés qui prennent, par exemple pour installer et nommer des directeurs, ils sont entrés dans la hiérarchie des normes, ils sont entrés dans le cadre ensemble d'instruments juridiques. Et maintenant, pour finir avec législation, nous avons des dispositions dans le code pénal haïtien. Exemple, article 138, 139 et 40 et suivant de la Constitution, qui a rapport, du code pénal qui a rapport à la corruption comme infraction et que l'État haïtien, à travers ses engagements internationaux, les prend pour les éradiquer et combattre le phénomène. Maître Sigue, ou évoquer des articles qui ont à voir avec la lutte contre la corruption. Et nous-mêmes, nous devons parler de fonctions, corps constitués de l'État. Les corps constitués de l'État. Et nous gagnons et Parlement qui c'est et ça nous capable brûler une institution qui est là pour légiférer, j'en dis. Et le loi ça yo fin suivre tout parcours jusqu'à ce que yo d'application qu'on y a gagné une velléité bon côté de l'État pour faire respecter. Faire respecter loi yo, c'est la moindre chose qu'un citoyen est capable de demander envers et contre tous. Je ne dis pas, maintenant, on a parlé de corruption et on a parlé d'un phénomène mondial. Et en pile pays, il n'y a pas adopté présentement des dispositions rigoureuses et célères pour combattre le phénomène de corruption à la caillou. En Haïti, je vous dis, et nous connaissons que nous avons parlé, je vous dis, d'un sujet qui est un peu délicat. Et nous connaissons tout, moi qui pose aux questions, ou qui répond à la question, nous qui fait débat ça, nous prenons engagement nous comme citoyens pour nous parler de un sujet qui est d'actualité dans le pays nous et au-delà même des frontières. Et nous ne pouvons pas pour aller faire aucune personnalité sur question ça. Mais toujours est-il que corruption en tant que telle,
Jean Sodim là, c'est puni par la loi. Et ou évoquer des principes. Maintenant, il y a une institution qui est l'ULCC. Quel est son rôle majeur dans la lutte contre la corruption? Merci, M. Lemoine. Moi, je pense que il faut faire un petit briefing sur d'autres institutions qui sont impliquées dans la lutte contre la corruption. D'abord, c'est bien. Par exemple, nous avons 2 commissions au Parlement. Il y a, au Sénat de la République, il y a la commission éthique et anticorruption. Et nous avons, d'autre part, à la Chambre des députés, une commission éthique et anticorruption qui a joué le rôle d'interface par rapport à l'ULCC. Maintenant, comme question, thème émission centrée sur ça, on a regardé qui genre et qui attribution, qui mission que la loi by ULCC dans la lutte contre la corruption en Haïti. L'on regarde l'article 2 du décret de 2004 qui crée l'ULCC, nous remarquons que l'ULCC gagne 3 missions fondamentales en matière de corruption. Il y a une mission de prévention de la corruption, il y a une mission de détection de la corruption, et si nous avons accepté le constat, l'ULCC est considéré comme étant un officier de police judiciaire en matière de corruption, pour des infractions de corruption. Maintenant, quant à sa mission Pour qui ça ose son officier de police judiciaire en matière de corruption? J'ai comme l'impression que vous avez abondé là dans la même ligne avec un ancien directeur ULCC et qui pas de faire long feu. Bon, raisonnement nous chita sous la loi. OK. L'on regarde l'article 11, article 14 de la loi du décret créant l'ULCC. Article 14 fait de lui clairement au officier de police judiciaire. Si nous prenons l'article ça combiné à des dispositions du Code d'instruction criminelle qui définit la mission des OPJ. Donc, première mission, regardez très clairement, en tant qu'OPJ, pour constater des infractions de corruption. Donc, l'ULCC, en tant qu'OPJ, en tant qu'officier de police judiciaire, il est pour constater des infractions de corruption, en rassembler les éléments de preuve, identifier les auteurs présumés et les déférer ensemble par devant qui de droit, qui est capable le parquet directement. Maintenant, l'enga des attributions que décret à l'ULCC, nous est très clairement que le législateur a fait de l'ULCC un OPJ, un officier de police judiciaire en matière de corruption. Ça veut dire tout que si nous voulons avancer à raisonnement, que l'ULCC apparaît dans l'esprit législateur comme étant un parquet anticorruption. Est-ce que l'ULCC est capable de faire propre saisine? Est-ce qu'il a saisi propre tête? Oui, c'est en conformité avec la loi. Par exemple, tout cas suspect de corruption, toute suspicion de corruption, l'ULCC est compétent pour ouvrir une enquête. Maintenant, et le article 14 là, il dit que l'ULCC a fait perquisition au même titre et au même rang qu'un commissaire du gouvernement, que n'importe quel autre OPJ. Donc, il a fait perquisition et il est capable de poser scellé sur des objets qui ont servi de preuve dans un procès de corruption. Ce qui fait que, moi, c'est une institution que communautaire beaucoup bien saisie, poil, de la lutte contre la corruption en Haïti. Si vous regardez le décret ça, et ça le ULCC comme pouvoir, c'est un véritable parquet anticorruption et qui là pour ouvrir enquête de corruption sur n'importe agent public. Sans être pourtant une juridiction de jugement. De jugement. Et ça fait, l'organe de c'est un coup, on autorité de poursuite, comme le parquet, même attribution, c'est attribution de poursuite, on dit que l'ULCC paraît dans l'esprit de texte là, disposition de loi, ont institution de poursuite en matière de corruption. C'est-à-dire, l'a fait enquête, l'a constaté infraction de corruption, l'a fait perquisition, l'a capable également identifier auteur et déférer à la justice. Ce qui fait que, dans sa mission de détection de la corruption,
l'ULCC, c'est un officier de police judiciaire en matière de corruption. Maintenant, l'autre mission de l'ULCC, c'est une mission de prévention de la corruption. Et ça, c'est pour moi une mission qui peut être méconnue parce que l'ULCC pas ouvrir assez pour le public là pour comprendre qui ça lié comme institution. Prévention de la corruption, je dis qui ça en réalité, c'est faciliter une campagne d'éducation sur corruption, mais également élaborer la loi de 2014 qui fait que nous avons un code d'éthique pour les agents de la fonction publique, pour dire que mais qui gens que moun qui en administration doit comporter. Également, dans sa mission de prévention, l'ULCC astreint pour le fait de monde qui astreint à la déclaration de patrimoine au cadre de la loi de 2008 pour le contraindre faire déclaration parce que la déclaration de patrimoine c'est une prévention de la corruption. Il permet que ou identifier qui ça mon gagne comme patrimoine avant à la rentrée d'une fonction et également à la sortie. Est-ce que patrimoine nous li grossit disproportionné par rapport à revenu? Et dans ce cas, l'ULCC est compétente pour ouvrir une enquête de corruption sur fonctionnaire ça. Eh bien, maintenant, moi-même, je pense que, je vous dis, sans parler là, c'est un sujet qui est d'actualité, mais ou même ou rentrer dans une série de détails juridiques qui très pointu parce que Gebag a dit là qui est étonné et je pense que la pétonne tout en pile l'autre monde qui a suivi l'émission avec même intérêt que moi. Si ULCC gagnait autant de pouvoir, est-ce que vous estimez société nous en là dans niveau de moralité nous arriver réalité a telle que liée est-ce que vous pensez que ULCC gagnait les moyens de sa politique? Non, il n'y a pas les moyens de sa politique parce que nous sommes là sur, par exemple, dans la prévention. Regardez la loi sur la déclaration de patrimoine. Et puis, me dit, quels moyens ULCC gagne pour le contraindre un fonctionnaire qui astreint dans la déclaration pour le faire? Et puis, la loi a dit que ou qu'a font retenu de 30e sur salaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Moi-même, j'ai préconisé que ou conditionner installation ou bien prestation de serment à déclaration. Pas un juge qui peut recevoir serment d'autorité qui astreint à la déclaration de patrimoine, pas avant, dans la personne soumettre à juge là. La certification. Yes, pour recevoir serment, il faut paraître avec certificat de déclaration de patrimoine. Maintenant, l'ULCC a des moyens pour contraindre le monde. La loi de 2008 identifie une série d'acteurs qui astreignent à la déclaration de patrimoine. Le président de la République, ministre, et les officiers du parquet, et on série de fonctionnaires, CEP par exemple, ou astreignent à la déclaration de patrimoine. Maintenant, les ULCC n'ont pas suffisamment de moyens de contrainte, ou dire c'est seulement en sommation pour après avoir un 30e de traitement de salaire. Ça n'a pas suffi. Il y a un cap de ça va faire, on va prendre en 30e, ça va faire, la font en commission de 2 millions de dollars son projet. Donc ça n'a pas rien pour lui. Maintenant, il faut que la loi de 2008, que l'ULCC mène une campagne pour, le DG mène une campagne pour faire, ou abroger, et pour faire que les moyens pour contraindre le monde, par exemple, on est qui est élu président de la République, on est qui est élu sénateur de la République, avons installé pour recevoir serment. Il faut venir avec déclaration de patrimoine. Et sous pas gagner, on va prêter serment. Merci Guy. Qui rapport où est un directeur ULCC ou tout simplement ULCC ça supposé gagner avec la justice en général et juge d'instruction en particulier? Parce que j'estime qu'il faut travailler ensemble et pour être capable de résultat ensemble. Moi, je pense ça. Et moi, je pense que j'ai un avis sur ça, sur la question parquet, rapport parquet et rapport à cabinet d'instruction. Maintenant, imaginez que l'ULCC fait mener une enquête sur le monde et que le rapport qui produit le déféré au parquet.
et puis le parquet a décidé de classer le sans suite. Qui est au droit de recours que l'ULCC gagne. Ils ont fait une enquête sur un fonctionnaire, ont constaté que le patrimoine est disproportionné par rapport au traitement. Par exemple, on est qui est dans DGI, il a un salaire de 17 000 gouttes, et puis ouais, qui gagne de biens immobiliers qui évaluent à plus de $1 million, et puis pour les machines qui vendent plus que 100 à 120 $000. Vous dites, OK, ça a passé. Maintenant, ça, c'est une suspicion de corruption. Et l'ULCC... Oui, mais c'est une suspicion de corruption, mais qu'on y a là, ça pas bail ULCC droit non plus pour lui substituer à la justice. Mais non, il investit de pouvoir pour l'enquêter. Oui, mais, le décret mais après avoir fini d'enquêter, il doit déférer le dossier au parquet. Là, il finit déférer au parquet, l'idée saisie. C'est ça, oui, le problème. Maintenant, et si le parquet choisit pas poursuivre, qui est autre mécanisme que l'ULCC gagne pour contraindre la justice sanctionner Mounzao? C'est ça fait juste maintenant pour un procès de corruption. C'est des obstacles qui gagnent dans la loi et que nous faisons compromis historique que ne pas poursuivre le monde pour corruption. Voilà, mais je comprends très mal tout que l'ULCC t'a doté d'un pouvoir pour contraindre la justice. l'ULCC n'est pas arrivé là. Il n'est pas arrivé. Pour qui ça? Il n'est pas arrivé là. Parce que l'ULCC, si j'en prends temps pour me comprendre ce que je dis, si il t'a comme un OPJ, il t'a qu'il doit mener enquête, mais mission non, d'un côté rivé. Exact. Et maintenant, quand on défère à la justice, on doit laisser à la justice le temps et l'attitude nécessaire pour lui-même faire ce qu'il fait. Ou gagne, c'est ça. Donc le dossier est déféré au parquet. Maintenant, pour qui ça? Dans l'esprit législateur, ça fait son système. Lorsqu'il y a l'article 32 décret du 22 août 1995, qui ça le dit? Il dit que en matière pénale, l'État est représenté par le commissaire du gouvernement, tant en demandant qu'en défendant. Oui. Maintenant, qui est-ce qui est victime d'un acte de corruption? C'est la société, donc c'est l'État. Maintenant, qui peut poursuivre pour l'État? C'est le parquet, en vertu de l'article 32 du décret du 22 août 1995. Maintenant, le parquet choisit retenu dossier, il fait rétention de dossier, il ne pas envoyer au cabinet d'instruction. Est-ce que l'ULCC peut se porter partie civile et saisir le cabinet d'instruction? Je pense dans la disposition de décret qui régit là, non. C'est le parquet, le dossier est arrivé au parquet, le commissaire du gouvernement prend son réquisitoire d'informer et déférer le dossier au parquet et au cabinet d'instruction. Maintenant, si le dossier est arrivé au parquet, il ne choisit pas clair. Parce que le commissaire il investit de pouvoir, ça, il a classé sans suite. Okay? Il a jugé de l'opportunité pour le poursuivre et puis il choisit de classer le dossier sans suite. Auquel cas, ça a fait. La société est victime d'un acte de corruption, l'ULCC produit son rapport de corruption, ensemble les pièces, etc. Mais le parquet choisit de ne pas poursuivre. Maintenant, qui peut saisir le cabinet d'instruction pour ouvrir une instruction judiciaire contre X ou Y qui fait objet d'un rapport de corruption de l'ULCC? Maître Josué Sigué, moins estimé que le débat est intéressant, tant que les téléspectateurs, les téléspectatrices, il n'y a pas gagné même constat. Le débat qu'on a fait là, c'est un débat sur corruption et sur société, j'en ai avancé, sur le rôle de l'État, le rôle institutionnel et puis degré de moralité nous-mêmes pour nous faire valoir face à ces deux cas qui avérés cas de corruption. Eh bien, mettre là, fait que ce temps fait des approches avec nous là, il gagne des références légales, je vous dis là, nous avons analysé ensemble. Nous avons regardé ensemble et puis nous avons fait débat dans la société. Nous propose publicité. Nous avons retourné tout de suite avec M. Josué Sigué, un avocat au Port-au-Prince, qui vient aujourd'hui à parler nous de corruption et la parler nous de mission d'une institution qui est l'ULCC. Nous avons retourné avec M. là tout à l'heure, nous allons parler tout à l'heure de corruption, qui est ce monde qui est capable de corrupteur, qui est capable de corrompu, qui ça la loi dit dans
pour chaque monde ça yo et en dans société à tout qui type de dynamique qui t'a supposé développer pour tout le monde connaît que ou gagne une responsabilité pour contribuer à éradiquer le phénomène et ça qui est la corruption. À tout de suite et à tout à l'heure. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous retournons avec en seconde partie émission avec maître Josué Sigué, avocat barreau Port-au-Prince, qui a parlé avec nous aujourd'hui de corruption. Il a parlé nous tout de ULCC qui gagne une mission dans la société. Et mission ça, son mission que la loi a accordée à lui-même, mais tout est-il, il faut que nous pas fait rien qui est capable et bail trop de pouvoir ni moins que la loi bali. C'est-à-dire qu'il faut que chaque institution reste dans la limite que la loi bail. Tant que chaque citoyen yo assujetti au respect des normes édictées dans une société, yo assujetti au respect scrupuleux des principes édictés. Chaque fois que nous parlons de bagages ça, c'est pour tout le monde connaît que nous-mêmes, dans l'espace de droit sous Télé-Guinée, nous venons parler de droit et nous pensons que chaque monde gagne responsabilité dans faire société à avancer. Il n'est pas en question de ou même qui gagne droit, moi pas gagner, ou bien moi gagner plus que ou même ou gagner. Je pense que chaque fois que nous traitons des sujets de ce genre, nous mettons tout le monde en face responsabilité. Toute institution en face responsabilité et toute autorité tout en face responsabilité au regard de la loi. Parce que faut gagner un gens pour bagaille là les faits. C'est dans la société n'a pas évolué, il y a des normes qui régissent le fonctionnement de la société et personne n'est pas capable de choisir, faire sauver au gré de caprice, au petit bonheur et dans l'intérêt privé et personnel. Eh bien, maître Josué Sigué, nous, encore une fois, sommes contents d'aborder ce sujet ça ensemble avec vous. Et nous demandons qu'on y a. Nous avons parlé de corruption. Nous avons gagné d'abord deux personnages. Un corrupteur et un corrompu. Et qui genre la loi ou deux personnages ça? Merci, Maître Lemoine. Je pense que si nous allons dans l'ancien droit anticorruption en Haïti, si nous allons dans le code pénal là, qui paraît un peu maigre en termes de ressources législatives pour sanctionner des actes de corruption, il était défini quelques petites infractions de corruption, tant que concussion, etc. Et question ça permet que nous voyons l'autre aspect de débat matin, c'est les types de corruption. Corruption active, corruption passive. Active, exemple, c'est lorsque c'est le monde qui fait offre là. Offre qui propose moun. Et la corruption passive, c'est le monde qui sollicite. Par exemple, vous sont officier de la DGI. Et je dis que déclaration définitive d'impôt, c'est temps. Et puis, vous faites par exemple, 10 000 gouttes. Pour faire pour moi, c'est un service qui est gratuit. Vous sollicitez. Ça, c'est la corruption passive. C'est une forme de corruption. Et les gens qui paraissent dans le bureau là, qui viennent dire, mon cher, Maître Lemoine, vous êtes le directeur général de telle boîte. Et mon cher, j'ai besoin de contrat à manger là. Souvent, moi, je bois ça. Ils font off. C'est le cas de corruption, la corruption passive. Et la loi sanctionne les deux avec la même rigueur. Maintenant, si nous venons prendre classification, ça fait regarder les types de corruption. Et la corruption, c'est un mot sui générique. Et en dedans, il y a plusieurs infractions. Et au lieu des infractions de corruption, c'est la loi qui définit. On regarde par exemple l'article 5.1.2.3.4 du droit de 2014 qui définit un ensemble d'infractions qui sont les infractions de corruption.
exemple, enrichissement illicite, pot de vin, commission illicite, favoritisme, trafic d'influence et surfacturation, blanchiment du produit du crime. C'est une liste d'infractions que le législateur a inspiré des 2 conventions ratifiées par Haïti, qui c'est des engagements internationaux de pays, un ensemble de cas, un ensemble d'infractions, il y aurait globalement des infractions de corruption et nous sommes énumérés pour et chaque régime de peine qui est différent, un régime de sanctions. Il y a qui c'est délit, il y a qui c'est crime, il y a c'est réclusion, il y a c'est 1 an à 3 ans de prison. Maintenant, le législateur a sanctionné très sévèrement les actes de corruption et ces infractions de corruption qui donnent compétence à l'ULCC comme organe qui est chargé pour mener toute enquête susceptible d'identifier les auteurs et de constater des actes de corruption. Là, nous parlons de tout acte de corruption ça et nous gagnons un aspect légal, nous gagnons pardon, provision légale pour nous dire que ça c'est corruption, pour nous dire que ça pas corruption. Et qui rôle agent public yo? Qui rôle l'État en général et pour faire respecter parce que loi est là mettre là. Ouais. Si loi est là et yo définit tel type de comportement comme comme corruption en général, comme corruption. Maintenant là, qui ça fait situation jusqu'à présent li aussi grave en dans société a côté que question corruption li tellement vinn tourner un mode de vie, je regrette de vous le dire, li tellement vinn en réflexe que moun a fait corruption ni qu'on a sans s'inquiéter. Qui ça qui cause ça mettre là et comment ou est pour nous remédier à la situation ça? Parce que de bagages qui viennent rentrer dans coutume dans mœurs non. Malheureusement. Alors que la loi sanctionne. Bon, par exemple, je veux dire, on monte sénateur, et puis, où est le ministre dit, prends tel cousin dans la diplomatie. La loi dit son forme de corruption, parce que c'est favoritisme, ou utiliser de positions pour intégrer l'administration publique. Alors que l'administration publique, ce n'est pas au concours. Exactement. Le gars de la loi crée l'OMRH, il dit, mais qui gens pour accéder à la fonction publique. Donc, c'est un cas de corruption. Maintenant, qui ça qui est à la base de ça? Vraie cause là. Même penser que c'est communication pour faire tout ça. Et je pense que l'émission, ça a une mission essentielle pour sensibiliser les gens sur la corruption comme une véritable gangrène. Merci. Comme un frein de corruption. Parce que si les gens étaient éduqués sur ce qu'est la corruption, les infractions de corruption, ils ont utilisé la fonction de vigile pour faire institution bouger. Moi-même, il y a un chose qui est comme manquement ça, c'est que même dans toute boîte l'État, dans tout ministère, il y a un service de marché public, il faut nécessairement un service anti-corruption dans chaque boîte. C'est-à-dire un service qui est là pour alerter des cas de corruption. Donc l'ULCC met un service dans le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Il y a tel acte qu'on suspecté pour alerter à l'ULCC. Récemment, moi, DG qui l'a fait une initiative pour moi qui est importante. Il a installé au palais de justice de Port-au-Prince une boîte alerte anticorruption. Ou par exemple un commissaire du gouvernement qui dit tel comme volé au monde volé. Et puis ou ka écrit un mémo anonyme ou pas écrit non ou déposer dans la boîte là et chaque 15 jours l'ULCC passe le retirer. Ça c'est intéressant. Et puis il ouvre une enquête de corruption sur casa. Même penser c'est de initiatives comme ça que nous avons besoin, il faut sensibiliser les gens sur la corruption. Mettez des cours dans l'école, sensibiliser les gens que si vous n'avez pas l'hôpital de référence dans chaque département, de lycée, c'est par cause de corruption. C'est que l'argent que tu as supposé utiliser pour bien-être, pour l'école, pour le lycée, pour l'hôpital, il est détourné à des fins privées. Et maintenant, les gens sont sensibilisés pour dire que commission illicite, son cas de corruption, versement de pots de vin, son cas de corruption, trafic d'influence, son cas de corruption, surfacturation, son cas de corruption. Les gens informés de ça, il y a privé, faciliter que
ils ont boosté l'État pour aller dans le sens, pour sanctionner des actes de corruption qui remettaient en question le développement d'Haïti. Eh bien, ou parlez tout à l'heure de commissaire du gouvernement. Il faut nous tout faire une approche dans cette question. Parce que commissaire du gouvernement côté OIA, yo sous une chaise qui est éjectable, j'en connais. Et dès lors que vous saisi de un cas de corruption grave, eh bien, au plus haut niveau de l'État, vous avez besoin des appels, tous azimuts, qui a demandé au commissaire gouvernement fait ça pour moi, fait ça pour moi. Or, la moindre hésitation de ce commissaire du gouvernement, il sera révoqué. Mais le commissaire du gouvernement lui-même, qui trouvait entre l'enclume et le manteau, de faire le suivi de ce dossier de corruption ou de se plier maintenant à la demande de, entre guillemets, et cette personne d'influence qui soutient la corruption par personne interposée. Maître Sigui, je ne dis pas, le n'a pas parlé de causer ça. Est-ce qu'on pas ouais, faut que la loi encore tabaille commissaire gouvernement au plus pouvoir pour capable de travailler de commun accord avec ULCC pour faire cause à marcher? Il y a deux réponses pour la question. Ça. Oui, on a dit. L'impliqué en réforme de l'État, parce que la réforme de la justice, c'est la réforme de l'État, pour nous repenser les parquets. Indépendance nécessaire. Indépendance pour le parquet, le poursuivre sans pas gagner de limitation. Par exemple, il y a une règle qui définit le parquet, c'est la subordination hiérarchique. Maintenant, au recevoir l'ordre de ministre de la Justice, là, il y a des instructions qui viennent de nous qu'on n'est pas capable de répondre avec eux. Et dans ce cas, il faut repenser les parquets. Ouais. Et cela suppose, pour repenser l'État, parce qu'il faut aller dans la Constitution. C'est la Constitution qui définit la fonction de commissaire du gouvernement. Maintenant, il faut nous repenser les parquets. Et l'autre aspect que moi, dans la question là, que nous avons comme réponse, il faut nous repenser la loi de 2014. Pour qui ça? Ça a du sens. L'article 18, là, il fait référence à l'article 18 loi. Ça dit que une loi viendra pour protéger les dénonciateurs, les témoins et les experts. Donc, maintenant, moi, avoir comme moi-même, avocat, c'est un ancien commissaire du gouvernement très, très influent. Merci. Et je me dis mot ça, je me souligne le dénonciateur. Ça veut dire pour moi-même avoir comme avocat. Dénonciateur, c'est le code d'instruction criminelle qui définit. Un dénonciateur, c'est un monde qui porte à la connaissance de la justice un fait infractionnel qui lui-même n'est pas victime directement. Très bien. Ça veut dire que pas quelqu'un particulier qui a saisi le parquet, qui a saisi le cabinet d'instruction au cas où le parquet pas poursuivre. Ça fait les gars des plaintes, ils fait pour question Petro-Caribé, je me dis, pas de jurisprudence sur ça quand même. Parce que les particuliers ne peuvent engager un procès de corruption contre quiconque. La loi dit dénonciateur seulement. Maintenant, le statut de plaignant va gagner pour une infraction de corruption. Maintenant, si l'ULCC défère le dossier au parquet, le parquet ne va pas poursuivre. Si tu es plaignant, si la loi a été autorisée plaignant, on ne va pas le déposer plainte dans le cabinet d'instruction avec constitution de partie civile. Comme la loi n'a pas autorisé, c'est seulement dénonciateur, nous allons porter la connaissance de l'ULCC ou bien il fait enquête. Sans aucun autre marge de manœuvre. Ok, aucune autre marge de manœuvre. Ou pas une constitution de partie civile. Autrement dit, on va plaignant. Et dans ce cas, seul monde qui a engagé de poursuites de corruption, c'est l'État. Et en matière pénale, l'État est représenté par le parquet en vertu de l'article 32 du décret du 22 août 1995. Okay. Il dit, tant qu'on poursuit en défendant, c'est le parquet qui poursuit notre l'État. Et dans ce cas, vous venez vers imbroglio, rapport ULCC a déféré au parquet, ou recevoir instruction de votre supérieur hiérarchique qui vous dit que vous pouvez poursuivre, et en vertu de l'opportunité de la poursuite, vous choisissez de ne pas poursuivre, le dossier arrête campé là. Alors que si la loi de 2014 a été reconnaître le statut de plaignant, vous êtes obligé de gagner l'autre monde de la société civile qui, avec le dossier, vous faites des plaintes au cabinet d'instruction. La force résout ça,
yo prend un arrêt, la Cour de cassation française prend un arrêt sur ça, li vient reconnaître le statut de plaignant en vertu de l'article 13 de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et l'article 13, elle parlait de la participation de la société dans la lutte contre la corruption. Et sous base de ça, Ariaval dit que des OCB, des organisations communautaires de base qui ont œuvré dans le domaine de la corruption, ils sont capables de saisir la justice pour un cas de corruption. Et maintenant, Aria fixe un paquet de conditions. C'est un dossier TF1 contre un ancien président en Afrique. Il a été posé plainte pour lui en France. Ariaval dit que l'avocat, ancien président, dit que la justice pas qu'attendre parce qu'il n'a pas autorisé plaignant en matière de corruption. C'est seul l'État qui peut poursuivre en matière de corruption. C'est les victimes. Et la Cour va fixer 3 conditions pour une organisation de la société civile de déposer plainte en matière de corruption. Dit 1, il faut que le statut autorise, donc il faut que dans le statut, il dit que vous avez un objectif qui c'est combattre la corruption. C'est ça qui est en Haïti là, non? On va que organisation qui dans droits humains. Le statut n'a pas défini ça comme objectif, il y a toute question de corruption. Maintenant, Aria dit que pour une organisation saisie en instance de justice, il faut que le statut reconnaisse statutairement comme une institution qui bataille contre la corruption. Deuxièmement, il faut qu'il y ait 5 ans d'existence. Et troisièmement, il faut que les gens qui portent plainte là, il a établi pour la justice le préjudice dont il a souffert. Donc c'est ça. Pour une infraction de... Alors qu'en Haïti, la loi de 2014 dit que c'est une loi venue pour protéger les dénonciateurs, les témoins et les experts. Il pas dit les plaignants. Et la décision du juge sur le dossier de Petro-Caribé, c'est une décision que si tu as fait droit tout bon, qui t'a parlé en appel, tu as une jurisprudence en cassation sur cette décision du juge. L'elle que l'écarté partie civile, et c'est bien fait en vertu de la loi. Maintenant, si nous devons faire une stratégique pour nous arriver à un arrêt sur la corruption, il faut nous faire ordonnance qui sortit, nous attaquer la cassation, en appel, nous attaquer la cassation pour nous avoir une décision de la Cour sur ça. Mais malheureusement, ça n'existe pas. Mais par rapport à la question là, maintenant, ou recevoir instruction pour ne pas poursuivre rapport avec nous, ou classer le temps suite, et pas l'autre monde qui a choisi dit, on va là avec le dossier, ça va d'instruction. Donc le dossier reste là. C'est une question que je prends pour le commissaire gouvernement, parce que la situation est grave. Le côté commissaire gouvernement ça hier, il subit toute qualité de pression et le dossier vient devant lui. Il y a un pile recul pour lui chercher pour traiter ton dossier. En pile recul. Il faut une pile personnalité tout pour être capable de dire au monde que non. Et la loi tracée chemin déjà comment pour me faire. Il faut une pile personnalité. Et le courage et personnalité dignité pour le faire ça, il pas faire long feu dans le système non parce que est capable de dire non à un bagage qui n'est pas normal. Mais c'est même gens tout ou saisir directement le cabinet d'instruction avec constitution du parti civil et ou soumettre un dossier. C'est très bien. Le juge d'instruction qui s'est saisi de ce dossier, eh bien, juste ça, il est en fin de mandat. Et puis qu'on y a là, mais ils ont intéressé qui lui-même les juges là, dit juge là, ou je pense qu'on a besoin moins, et parce que je m'apprends que le mandat va le finir. Et puis tout glisser, tel type de dossier qu'on a traité. Il n'a pas dit juge d'instruction et faire une faveur dans tel dossier ou tel autre dossier. Mais le grand genre, il traite la question. Là encore, mettre là, on n'a pas eu de corruption. Est-ce que nous gagnons un côté, nous sommes capables de faire des questions ça pour empêcher que les gens qui ont traité le dossier dans la justice pour ne pas gagner aucun monde qui a le pouvoir pour influencer sur ça le faire. Bon, c'est ça, c'est une question pertinente parce que il fait appel, je ne sais pas, à une réforme de la justice. La loi de 2007
qui crée le CSPJ. Article 1er a fait de CSPJ l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. Mais malheureusement, il y a une disposition dans le décret de 95 relatif à l'organisation judiciaire qui, pour moi, est inconstitutionnelle, certes, mais qui dit que, en attendant l'établissement des organes des collectivités territoriales, donc juges nommés par commission du président de la République. C'est là tout le problème. Oui. Maintenant, le juge d'instruction, il n'est pas nommé, il jouit de garantie d'indépendance, tant que l'inamovibilité, il y a un mandat, mais malheureusement, indépendance, je sais dire la question mandat, l'aide n'est pas en fait de mandat, il paraît plus ou moins clément. Donc, tel monde est dans le service, pour le cas renouveler le mandat, il est obligé de rendre. Et même dans le mémoire de sortie à la faculté de droit, je fais le souci SPJ, parce que je n'ai pas de un document disponible sur ça, c'est une institution récente. Je préconise que c'est CSPJ qui engage de nomination et de promotion de juges et qui sont mandats sur la base de nombre de dossiers qu'on traité, rigueur scientifique ou souci pour la justice. Ce n'est pas un nègre qui a un dossier qui a 7 ans en instruction, ou pas jamais en ordonnance. Donc, on monte comme ça, on a fait de mandat, on va aller, on va retourner. Et maintenant, ça qui passe, où il y a des juges qui étaient des juges plus ou moins impartiaux, indépendants, le mandat fini, il va renouveler. Il y a une même politique. Au lieu pour qu'il fasse des marches dans le CSPJ, il y a un politicien, un ministre, un directeur général et le président de la commission. Maintenant, l'organe justice qui a un niveau de traitement, ça, ou pas de garantie d'indépendance que le juge a traité un dossier et n'a pas appliqué la loi. Quand on a un petit coup de fil, et puis qui dit, mon cher, tel bagage. C'est très grave, je vais dire la C'est grave, mais c'est la réalité. C'est très grave. C'est la loi. Mais on a décrit une triste en réalité. Triste réalité. Maintenant, nous, combat contre la corruption, je sais ça qu'on a l'important pour jouer là-dedans, mais il faut gagner l'indépendance. Maintenant, moi en Haïti, que nous comprenons l'indépendance, c'est seulement par rapport au pouvoir politique, le Parlement et l'exécutif. Maintenant, il faut comprendre l'indépendance de la justice par rapport aux ambassades, je dis à Fonwell, où il y a des ambassades qui écrivent directement le dossier de Toto Constant. Même si le dossier pas de bagaille, pas de dossier disparaître. Et puis, il y a un truc qui sorti, qui dit que faut qu'il y ait justice et une sanction. Maintenant, l'opposé indépendant de la justice, il faut penser non seulement par rapport au pouvoir politique, il faut penser aux ambassades, mais il faut penser tout aux organisations qui défendent les droits humains. On a appelé une assise criminelle et puis seulement on a fait droit, dossier à plein faille. Dossier à plein faille, pas une preuve. Mais je suis obligé qu'on ait quand même, parce qu'il y a une figure dans le milieu ça qui est présent. Maintenant, non contexte ça, je ne suis pas capable de jouer l'indépendance. C'est grave. C'est grave. Maintenant, c'est la réalité. Je pense que le CSPJ, on va pas de pour le faire. Et je pense qu'il faut que le loi créer le CSPJ. Et il faut que le CSPJ vienne l'administration réelle de la justice. Au sens que nomination magistrat, promotion magistrat, renouvellement mandat magistrat, il n'est pas sorti d'une commission présidentielle, mais il est sorti de la loi du CSPJ qui a attribution ça. Moi, je vais faire une émission, même une question que je vais poser. La question, ça, je vais répondre rapide parce que si je ne pose pas cette question, ça, je ne vais pas parler. Est-ce que là, on n'a pas de corruption, nous parlons d'agents publics, nous parlons d'autorité, tout et tout. Nous ne parlons pas du citoyen ordinaire. Est-ce que un citoyen haïtien qui n'a pas de travail ou bien qui a de travail, qui n'a pas de grosse activité, mais ouais, il a de grands moyens, est-ce que il y a une institution, tant que l'ULCC, ou bien qui est capable d'enquêter sur lui individuellement? Oui, mais ce n'est pas ULCC. Parce que l'ULCC, c'est pour les agents publics. Et puis, même pour le monde qui est dans le secteur privé, il y a des ONG ou des fondations qui ont une subvention de l'État. L'ULCC a fait une enquête sur subvention. Est-ce que dans les conditions qui octroient aux subventions, ce n'est pas de corruption? Oui, on m'a parlé de citoyens. De citoyens. De gens. Il y a plusieurs lois sur ça. Il y a la loi sur le blanchiment des capitaux,
et le financement du terrorisme, c'est qu'on il faut capable d'établir le système Ok. provenance. C'est ça. Maintenant, il y a la loi sur drogue, le trafic illicite de la drogue, la loi de 2001 sur le blanchiment des capitaux. Il y a également la loi sur la traite de personnes. La traite de personnes. Ou capable de comprendre la traite de personnes tout. Et ça fait que toute infraction ça est associée avec le blanchiment des avoirs. Les cas de drogue, il faut une provenance licite à l'argent. Il faut le blanchir. Les cas de traite de personnes, il faut une apparence licite à l'argent. Donc, Et dans ce cas, il y a un ensemble d'acteurs judiciaires que la loi lui demande pour intervenir. Par exemple, notaire. Notaire, c'est un comme ça, dans la corruption, dans la drogue, dans la traite de personnes, il faut le blanchir. Là, pour faire construction, la acheter terre, la vendre terre pour une déclaration de provenance. Ok. Maintenant, notaire, avocat, cabinet d'avocat, tout, qui a Oui. impliqué dans le blanchiment des avoirs. tout le monde ça aussi, des gens qui Yes, c'est des gens qui naturellement doivent contribuer dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et la loi prévoit, la loi de 2014 sur le financement du terrorisme, les faits de moi-même comme avocat de notaire, les jeux de casino. On est paraître aller dans un bar, dans un hôtel, là on prestige que moi de 75 gouttes et puis le $30 son blanchiment. Merci, Maître Josué Sigué. C'était un plaisir pour nous être avec vous aujourd'hui sur une thématique ça, qui est très entraînant, très intéressant. Je souhaitais que nous ayons encore l'autre occasion pour nous capables de développer l'autre aspect de la question. Et nous disons merci parce que tu as participé dans l'émission ça aujourd'hui sur corruption avec ce rôle ULCC. Nous disons encore un grand merci au nom de tout le monde qui a intérêt dans le dossier ça aujourd'hui. Merci infiniment de votre participation. Merci, Maître Lemoine. Au revoir.